Alors, nous voilà arrivés à la dernière vidéo, en tout cas pour l'instant, de ce cycle consacré au tempérament. Je vais, dans cette dernière vidéo, évoquer différents sujets qui sont plus avancés, je dirais plus pointus que ceux traités jusqu'à présent, sans pour autant arriver au fond d'un sujet qui est infini, interminable et sur lequel il y a une gigantesque littérature. Alors, avant tout, un petit rappel des résultats principaux de la vidéo précédente. Je vous ai expliqué ce qu'était un tempérament. Si je me choisis une note, une tonique, et que je prends la note à l'octave, je définis un intervalle musical et je voudrais placer à l'intérieur de ce grand intervalle d'octave des notes à des différents endroits. Et j'ai montré qu'il existait, pour l'instant, on a vu deux logiques, deux manières différentes de placer ces degrés intermédiaires. C'est précisément ça qu'on appelle un tempérament. Dans le tempérament égal, qui est celui qu'on utilise dans la pratique aujourd'hui, on a décidé que les demi-tons diatoniques et chromatiques de la théorie musicale avaient la même amplitude, qu'il y en avait donc 12 par octave et qu'il n'y a pas d'autre solution. Chacun d'entre eux avait une amplitude qui était la racine 12e de 2. Mais on a vu que le tempérament historique sur lequel s'est basée notre construction, notre théorie musicale, au contraire, crée une différence entre le demi-ton chromatique et le demi-ton diatonique. Ce tempérament, c'est le tempérament de Pythagore. Il est construit par empilement de quintes et on a vu qu'on pouvait créer une gamme par empilement de quintes en ramenant chaque fois les notes qui sortaient de l'octave à l'intérieur de l'octave. Et on avait fait deux points d'arrêt dans cette construction. La première, c'est quand on avait obtenu la gamme diatonique, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, où apparaissaient deux types d'intervalles, le ton, la seconde majeure d'amplitude 9/8, c'est-à-dire 3 au carré sur 2 au cube. Il y avait 5 tons dans l'octave, et puis deux demi-tons diatoniques dont l'amplitude était de 2 exposant 8 sur 3 exposant 5. Et si on allait plus loin, on pouvait obtenir une gamme à 12 intervalles, comme celle du tempérament égal, qui impliquait 5 demi-tons chromatiques, les plus grands des deux, dont l'amplitude est 3 exposant 7 sur 2 exposant 11, et 7 demi-tons diatoniques de l'amplitude que j'ai donnée tout à l'heure. Alors on pouvait à partir de là construire le tableau suivant, dont la première ligne donne la fréquence réduite des degrés de la gamme chromatique selon le tempérament de Pythagore. Sur la première ligne sous forme de fraction, sur la deuxième ligne sous forme décimale. Les lignes 3 et 4 donnaient les mêmes valeurs dans le tempérament égal, et la dernière ligne donnait l'écart entre ces deux tempéraments exprimé sous forme de comma pythagoricien, le comma pythagoricien étant la différence justement entre le demi-ton chromatique et le demi-ton diatonique. Donc si on regarde un petit peu, notamment au niveau des distances, eh bien vous voyez par exemple que le fa dièse, qui est à une fréquence réduite de 1,6787 dans le tempérament de Pythagore, est à une fréquence de 1,05946 dans le tempérament égal, et que la différence de hauteur est de 7/12e, un peu plus de la moitié d'un comma pythagoricien. Dans la précédente vidéo, on avait entendu ce que représentait un comma pythagoricien. Ce n'est pas grand-chose, évidemment, ici on est encore en dessous du comma. Alors la plus petite différence est sur la quinte, puisqu'elle n'est que de 1/12e de comma pythagoricien. La plus grande différence, mais vous le voyez, elle est sur le ré dièse de cette gamme chromatique de fa, puisqu'elle est de presque un comma pythagoricien, 10/12e de comma pythagoricien. Alors, la gamme de Pythagore pose un certain nombre de problèmes, et c'est ça qui a créé cette énorme littérature sur les tempéraments. Le premier problème, le problème crucial principal, est ce qu'on appelle l'incommensurabilité des quintes
et des octaves. Si je pars de Fa et que je monte par quinte, je vais passer par tous les degrés non altérés, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, puis tous les degrés diésés, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse et Mi dièse. Si je pose la question à n'importe qui, on va me dire mais Mi dièse c'est Fa, donc on a fini le cycle, on est retombé sur les mêmes degrés. Oui, mais pas dans le tempérament de Pythagore. Dans le tempérament de Pythagore, n'oubliez pas qu'un Mi dièse, c'est un Mi plus un chromatique, un Fa, c'est un Mi plus un demi-ton diatonique. Comme le chromatique est plus grand que le diatonique, eh bien le Mi dièse est légèrement plus aigu que le Fa, et il est précisément plus aigu d'un comma pythagoricien. Et donc le cycle que nous avons vu est en fait un cycle qui ne s'arrête jamais, parce qu'après le Mi dièse, je vais avoir un Si dièse, et puis on va rentrer dans les doubles dièses, les triples dièses, les quadruples dièses, et le cycle ne s'arrête jamais. C'est lié au fait qu'on ne peut pas couvrir un nombre entier d'octaves par un nombre entier de quintes. Voilà comment ça s'explique. Vouloir trouver ce nombre de quintes qui est exactement égal à un nombre entier d'octaves revient à résoudre l'équation suivante. 3 demi, l'amplitude de la quinte, exposant un certain nombre entier m, doit être égal à 2, l'intervalle de l'octave, à la puissance n. Mais cette équation, je peux la réécrire d'une deuxième manière en gardant le terme, la puissance de 3, 3 exposant m à gauche, et en mettant toutes les puissances de 2 à droite. J'ai donc 3 exposant m égale 2 exposant m plus n, c'est-à-dire que je cherche deux nombres entiers tels que une puissance de 3 est égale à une puissance de 2, et vous voyez bien que c'est impossible, une puissance de 3 est toujours impaire, une puissance de 2 est toujours paire, un nombre impair ne peut pas être pair, cette équation est impossible. Donc on ne peut pas faire rentrer un certain nombre de quintes dans un certain nombre d'octaves, et pourtant on a bien envie d'arrêter la construction de là et de dire désolé, maintenant stop, 12 degrés c'est suffisant, donc Mi dièse est égal à Fa. Et c'est ce qui nous oblige à introduire la notion de quinte du loup. Je répète qu'on dit souvent en théorie musicale que 12 quintes font 7 octaves. Vous voyez que ce n'est pas vrai, parce que 3 demi exposant 12 me donne 129,746, alors que 7 octaves, 2 exposant 7 me donne 128. Vous voyez que les nombres ne sont pas égaux, et le rapport des deux va évidemment me donner le comma pythagoricien. Alors comme on veut malgré tout fermer le cycle des quintes, eh bien on va empiler 11 quintes justes, et on va rajouter une dernière quinte, par exemple dans la gamme de Do ce sera Mi dièse Do, qu'on va appeler la quinte du loup, et son amplitude s'obtient de la manière suivante. Je veux que 11 quintes justes, donc 3 demi exposant 11, auquel je viens rajouter une quinte courte qui est la quinte du loup, que je note par la lettre L. Je veux que ces 12 quintes mises ensemble, 11 quintes justes et une quinte du loup, forment bien 7 octaves, et j'en déduis que la quinte du loup a une amplitude de 2 exposant 18 sur 3 exposant 11, c'est-à-dire une quinte juste moins un comma, et donc elle est légèrement plus courte, 1,480. Donc voilà la manière dont on ferme le cycle, mais le cycle normalement n'est pas fermé. Alors la gamme de Pythagore pose de gros problèmes, notamment de transposition. Vous voyez par exemple ici une gamme chromatique de Do, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa. Si je décale tout d'un ton pour faire une transposition, vous voyez que dans la gamme chromatique de Ré apparaît un ton qui n'est pas présent dans la gamme précédente. Donc chaque fois que je transpose, je vais introduire des degrés qui n'étaient pas présents auparavant, et donc la gamme de Pythagore prise au sens strict pose des problèmes de transposition considérables. On a au fil des siècles cherché à adapter la gamme de Pythagore, à en conserver certains avantages et à en gommer certains inconvénients. Une gamme qui a un intérêt historique, notamment pour les organistes, parce que les orgues, les grandes orgues d'église sont souvent accordées dans ce type de tempérament. On a par exemple introduit les tempéraments qu'on appelle mésotoniques.
Alors quelle est l'idée? C'est que dans la gamme de Pythagore, la quinte est évidemment juste. Et tout intervalle qui peut se construire par empilement de quintes va évidemment être juste. Mais la tierce, elle n'est pas naturelle dans le tempérament de Pythagore. Si vous regardez dans le tableau précédent, vous verrez que la tierce est caractérisée par un intervalle de 81 sur 64, c'est-à-dire 1, 26, 56, alors que la tierce naturelle est caractérisée par un rapport 5 quarts, donc l'écart entre l'harmonique 5 et l'harmonique 4, et qui est de 1,25. Donc légère différence entre les deux. Et le tempérament mésotonique, si je prends le tempérament mésotonique extrême, va au contraire donner la priorité à la tierce. Alors, comment ça fonctionne? Mais une tierce, qu'est-ce que c'est? C'est 4 quintes moins 2 octaves. Si je pars de Fa et que je veux créer la tierce Fa là, je dois monter de 4 quintes, Fa Do, Do Sol, Sol Ré, Ré La, et puis descendre de 2 octaves. Eh bien, la quinte mésotonique va être calculée de telle sorte à ce que 4 quintes moins 2 octaves me donne exactement la tierce majeure juste ou naturelle. C'est-à-dire que 5 quarts, la tierce que je veux obtenir, doit être égale à la quinte mésotonique portée à la puissance que je désigne par la lettre Q, portée à la puissance 4, divisée par 2 au carré, c'est-à-dire réduite de 2 octaves. Et si je résous cette équation, on obtient très simplement que Q est égal à la racine cinquième de 4. Voilà la quinte mésotonique, ce que je peux réécrire sous forme de 3/2 divisé par la racine quatrième de 81 80e, et on verra apparaître ce chiffre de 81 80e tout à l'heure en étudiant le tempérament de Zarlino. C'est ce qu'on appelle le coma syntonique, et donc je suis un peu en avance de phase sur ce que je voulais dire, sur ce que je vais voir tout à l'heure, mais la quinte mésotonique est une quinte juste réduite d'un quart de coma syntonique, et vous voyez que la différence entre la valeur juste 1,5 et la valeur mésotonique 1,495 est très faible. Alors ça, c'est un tempérament mésotonique extrême. Il rend la tierce majeure juste, mais la quinte ne l'est plus. Il existe tout un tas de tempéraments mésotoniques intermédiaires qui essayent de redistribuer ce quart de coma syntonique de manière à avoir une tierce presque juste et une quinte un peu moins fausse, mais je ne vais pas rentrer dans ces subtilités ici. Notez évidemment que dans le tempérament mésotonique, il y a également une quinte du loup, et vous voyez son calcul qui apparaît ici, mais c'est d'un intérêt relativement modeste. Simplement, la quinte du loup mésotonique est plus grande que la quinte juste, alors que la quinte du loup du tempérament de Pythagore est plus petite. Alors, un dernier tempérament que je voudrais voir, c'est le tempérament harmonique de Zarlino. Vous vous souvenez de ce tableau dans la vidéo précédente qui montrait que les intervalles justes, naturels, étaient au fond la distance entre les harmoniques d'un même son. 2 sur 1, l'harmonique 2 sur l'harmonique 1 donnait l'octave, l'harmonique 3 sur l'harmonique 2 donnait la quinte, etc. Alors quand on joue ensemble, pourquoi est-ce qu'un son harmonique est harmonieux? Eh bien c'est parce que quand on joue ensemble deux sons qui ont des fréquences caractérisées par un rapport entier, 2 sur 1, 3 sur 2, 3 sur 1, 4 sur 3, 4 sur 2, etc. On a un phénomène qui est très intéressant. Je l'avais déjà expliqué pour l'octave. Si vous prenez un son dont la fréquence est de 100 Hz et vous lui superposez un son dont la fréquence est de 200 Hz, eh bien tous les harmoniques du deuxième son étaient déjà présents dans le premier. C'est ce qu'on appelle l'enharmonie, l'équissonance des sons qui sont à l'octave. Que se passe-t-il maintenant si je prends un son de 200 Hz par exemple et que je lui superpose un son de 300 Hz? Eh bien vous voyez que les harmoniques du premier sont 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 et que les harmoniques du deuxième sont 300, 600, 900, 1200.
Qu'est-ce qu'on constate? C'est que le premier son possède des harmoniques qui lui sont propres, le deuxième son possède des harmoniques qui lui sont propres, mais un harmonique sur deux du deuxième son appartient aussi à la liste des harmoniques du premier. On a donc un couple formé par ces deux sons qui ont chacun leur identité, mais qui partagent malgré tout des harmoniques communs. Donc la quinte est très intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle possède à la fois, chacun possède des harmoniques qui lui sont propres, mais il possède un grand nombre d'harmoniques communs. On comprend donc que la quinte est l'intervalle harmonieux par excellence. Plus on va monter dans l'ordre des intervalles, plus grand sera le nombre d'harmoniques qui n'appartiennent qu'à un des deux sons, et de plus en plus faible sera le nombre d'harmoniques communs. On va progressivement devenir, en un sens, les intervalles vont devenir de moins en moins harmonieux parce qu'il y aura de plus en plus de différences dans les harmoniques des deux sons. Donc, néanmoins, tous ces intervalles naturels ont une qualité musicale qui est très forte. Et Zarlino, théoricien du XVIe siècle, propose de construire un intervalle, de construire un tempérament parfaitement harmonique en n'utilisant que des intervalles naturels. Alors, pour expliquer ça, je dois reprendre un peu mon tableau de tout à l'heure. Vous avez en dessous le tableau des notes construite pour la gamme de Fa. Pour présenter la gamme de Zarlino, il est plus facile de transposer ce tableau pour une gamme qui commence sur Do. Alors, si vous regardez de près ce tableau, vous verrez qu'il y a extrêmement peu de différence. La différence principale est sur la carte. Je veux réintroduire la carte Do-Fa, alors que dans le degré correspondant, le sixième degré de la gamme n'est pas une note naturelle, c'est une note diésée, c'est un La dièse. Donc en fait, je n'ai pas dans la gamme de Fa, ce degré n'apparaît pas comme une carte, mais il apparaît comme une tierce augmentée, d'où la différence de notes. Mais de nouveau, je rentre probablement dans des différences qui sont un peu subtiles ici. Mais enfin, en tout cas, on va partir de ce tableau-là. Et comment fonctionne Zarlino? De façon très simple. Il dit Do Sol, c'est une quinte, je veux que cette quinte soit juste, donc sa fréquence sera de 3/2. Do Fa, c'est une quarte, l'intervalle de quarte juste naturel, c'est 4/3, donc elle sera à la fréquence 4/3. Le Mi, c'est une tierce majeure, je choisis l'intervalle 5/4. Do Ré, c'est une seconde majeure, 9/8. Et puis pour le La, je dois prendre l'intervalle de sixte, 5/3, et je complète avec le Si qui est à 15/8, c'est-à-dire obtenu en montant le La d'un ton. Donc je n'ai que des intervalles naturels, et on se dit, au fond, ça c'est la gamme parfaite, puisque tout va être harmonieux. Eh bien malheureusement, c'est plus compliqué que ça, parce que si je regarde, comme je l'ai toujours fait, quels sont les intervalles qui séparent deux degrés successifs, eh bien vous voyez que je tombe sur une grosse difficulté, c'est que l'intervalle qui sépare dans le tempérament de Zarlino Do de Ré, c'est bien une seconde majeure par construction, 9/8, mais j'ai un deuxième ton différent qui apparaît, un petit ton qui sépare Ré de Mi et qui est de 10/9. Donc cette construction de Zarlino, et je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait encore aller vers une gamme chromatique de Zarlino, mais qui rendrait les choses encore plus compliquées. La construction de Zarlino était bien intentionnée, elle voulait être parfaitement harmonieuse, n'utiliser que des intervalles justes, et malheureusement elle crée des difficultés insoluble, puisqu'elle crée une gamme qui possède un grand ton, un petit ton, et on verrait plus loin qu'elle contiendrait aussi un grand diatonique, un grand chromatique, un petit diatonique et un petit chromatique. Donc elle n'a qu'un intérêt théorique, cette gamme, et elle n'a pas d'intérêt pratique. Mais
c'est là qu'intervient une autre grandeur qui est importante en théorie musicale et dont j'ai déjà parlé, j'ai déjà évoqué, c'est le coma syntonique. C'est justement cette différence entre le grand ton et le petit ton de Zarlino, c'est 9/8 sur 10/9, ce qui fait 81/80. Et à partir de là, je peux introduire la dernière grandeur qui intervient en théorie musicale, qui est le schisma, qui est l'écart entre le coma pythagoricien et le coma syntonique. C'est le plus petit intervalle qui intervient en théorie musicale. Alors si je remontre mon grand tableau en mettant le tempérament de Pythagore, le tempérament égal, l'écart entre tempérament de Pythagore et tempérament égal exprimé en fraction de coma pythagoricien, le tempérament de Zarlino et l'écart entre Pythagore et Zarlino en termes de nombre de comas syntoniques, vous avez là une vision globale de ces trois tempéraments et je vous laisse l'analyser tranquillement. Alors, vous voyez que le problème en fait du tempérament est un problème insoluble. Les anciens, jusqu'à la Renaissance, rechignaient beaucoup à l'idée que les degrés puissent être exprimés par des nombres irrationnels. Or, dans le tempérament égal, vous voyez que le demi-ton est bien un nombre irrationnel, c'est la racine 12e de 2. Il voulait au contraire que ce soit exprimé sous forme de fraction. On sait aujourd'hui que vouloir décomposer l'octave de manière égale par des degrés définis de manière fractionnaire, c'est aussi impossible que le problème de la quadrature du cercle, d'où l'image que j'utilise pour illustrer ce propos. Et donc la solution a consisté à être assez brutale et à faire comme Alexandre, à couper le nœud gordien et à adopter finalement ce tempérament égal. Ce tempérament égal qui est, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, universellement faux, dans le sens où aucun des intervalles n'est juste, mais c'est le meilleur compromis possible et c'est ce qui a été adopté aujourd'hui et ce qui explique par exemple la forme du clavier d'un piano où vous ne pouvez pas faire de différence entre un fa dièse ou un sol bémol. Voilà, je vais conclure ici cette série de conférences, de vidéos. Je n'exclus pas de créer 2 vidéos supplémentaires. La première serait des exercices qui mettent en pratique un petit peu les concepts et qui montrent qu'on peut effectivement calculer sans trop de difficultés la fréquence réduite de différentes notes dans différents tempéraments. Et puis une deuxième vidéo qui expliquerait les bases arithmétiques de l'harmonie, qui expliquerait par exemple en quoi l'accord majeur, do, mi, sol, est un accord particulièrement harmonieux. Et je montrerai dans cette vidéo que c'est essentiellement lié à la notion de période du son correspondant à plusieurs notes jouées en même temps. Mais je crois qu'il est temps de conclure. J'espère que ces vidéos vous ont intéressé. Je répète aussi quelque chose que j'ai déjà dit, j'espère qu'elles ne vous ont pas totalement dégoûté du sujet. Pour moi, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps. C'est un jeu de chiffres et de notes que je trouve intéressant. Si vous ne retenez qu'une chose, c'est que les tempéraments sont une construction intellectuelle, pas naturelle, qui a une dimension arbitraire dans cette découpe de l'octave, que d'autres cultures évidemment ont d'autres découpes auxquelles elles sont arrivées par d'autres raisonnements. Voilà, c'est donc une construction à la fois historique, intellectuelle et ethnocentrée. Je termine cette vidéo ici et merci de votre attention.